Salut à tous, c'est Bourrichon. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la 4e journée du top 14, la première après la Coupe du Monde. On commence tout de suite avec les matchs qui m'ont intéressé. Je parlerai en premier lieu de Perpignan-Pau. C'est sûrement pas le match que vous avez retenu de cette journée, mais moi, il m'a beaucoup intéressé. Tout d'abord, il a mis un peu de temps à commencer. Les Palois ne sont pas du tout rentrés dans le match au début. Les Perpignanais en ont profité pour marquer 2 essais par Lucas Velart. Et après, ils ont répondu. Pendant les 25-30 premières minutes, je pensais vraiment que Perpignan pouvait tenir ce match et rapporter sa première victoire de la saison à son public des Mégirales. Mais malheureusement, ils se sont effondrés en seconde période. En même temps, les Palois sont devenus de plus en plus réalistes et ont commencé à vraiment très bien jouer au rugby. Ce qui m'impressionne dans cette équipe de Pau, c'est que les recrues se sont hyper bien intégrées. Je vous avais déjà parlé de Joe Simons lors de la précédente analyse, mais là je trouve qu'il a encore fait un match de patron. Au pied, il a été hyper sécurisant. Dans le jeu, notamment avec son petit coup de pied par-dessus pour Jack Maddox sur son essai, il a réussi à bien alterner entre jeu à la main et jeu au pied. Il a vraiment très bien géré ce match et c'est un des hommes de la journée pour moi. Pau est maintenant co-leader du top 14 avec Castres et le Racing. Et c'est amplement mérité car c'est une équipe joueuse qui a pas peur de se tromper. Et franchement, j'aime beaucoup cette philosophie. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs qui aiment jouer au ballon. Et franchement, Pau, pour l'instant, ça m'impressionne. Et ils sont en train de me faire mentir sur ma prédiction du classement du top 14 à l'issue de la saison. En revanche, du côté de Perpignan, ça commence à faire beaucoup. 4 défaites en 4 matchs. Surtout que le contenu était certes un petit peu mieux, mais au bout d'un moment, se relâcher à partir de la 45-50e minute, c'est pas possible. Pas à ce niveau-là. Alors je veux bien qu'il faut laisser un peu de temps à Franck Azema, mais là, 0 points en 4 matchs, 0 points sur 20 possibles, va falloir sérieusement se réveiller parce qu'en plus, les deux équipes qui sont venues gagner à Perpignan, ce sont Pau et le Stade Français, et pas franchement les équipes les plus armées du top 14, sans leur faire d'injure. En tout cas, Perpignan, je suis un peu déçu, j'espère qu'ils vont se réveiller. En deuxième match, j'aimerais parler de La Rochelle-Castres. Alors ce match, j'avais un peu l'impression de revivre un France-Afrique du Sud, c'est-à-dire que la meilleure équipe a perdu. Attention, je n'enlève rien à la performance des Castrés qui ont fait le match parfait, entre guillemets, du début jusqu'à la fin, pas trop au niveau de la discipline, mais vous m'avez compris. Mais moi ce qui m'a frappé, c'est que j'ai trouvé les Rochelais en fait pas assez tueurs. J'ai en tête cette action où on a une avancée rochelaise. Hugo Reus prend le ballon et en fait il tente une chistera plutôt que de garder le ballon et qui au final annihile l'action et ils repartent avec tout de même 3 points alors que ça aurait pu en faire 7. Et c'est du déchet qu'on n'a pas l'habitude de voir à La Rochelle. D'habitude dès qu'il faut marquer, il marque, il se pose pas de questions. Même s'il manquait des joueurs, c'était quand même une très belle équipe de La Rochelle. Je pense qu'il va falloir travailler sur le mental de ces Rochelais qui croient peut-être un peu arriver maintenant, c'est qu'une supposition. Mais bon, la réalité les rattrape. Pour ce qui est de Castres, je les ai trouvés hyper opportunistes et hyper réalistes. J'ai notamment l'essai de Séguré en tête en première mi-temps, où ça part d'un ballon dégueulasse avec une combinaison où personne ne s'est compris. Au final, Palis passe. Et ça joue hyper bien avec Kokadji puis Séguré. C'est un très bel essai et c'est vraiment de l'opportunisme parce qu'au départ c'était un ballon qui était vraiment pas fait pour être joué. Enfin bref, passons maintenant à un autre match. Je parlerai de Stade Toulousain, Union Bordeaux-Bègles. Alors moi, un peu comme à La Rochelle, ce qui m'a frappé, c'est le déchet inhabituel des Toulousains. Alors là c'est pareil, il leur manque évidemment énormément d'internationaux, même s'il y en avait 4 qui étaient de retour sur le banc. J'ai en tête cette percée de Paul Coste qui fait un très gros match et qui tente ce crochet au lieu de donner à Paul Graou directement et au final ils ne se comprennent pas les deux et c'était un ballon d'essai tout fait où au final il y a un en avant à 5 minutes de la ligne d'en but et c'est bizarre. D'habitude Toulouse ne fait pas ce genre d'action. Ce genre d'action ça va au bout. J'ai aussi trouvé Lebel en dedans par rapport à d'habitude. Il a eu pas mal d'imprécisions, pas mal de déchets lui aussi, et je l'ai pas trouvé très rassurant alors que pendant cette période sans les internationaux, ça doit être un des leaders et un de ceux qui doit montrer l'exemple et montrer la voie. Mais les Toulousains restent tout de même réalistes, ou chanceux, on peut l'analyser comme ça, sur l'essai de Ange Capuozzo, suite à un ballon dégueulé de Adam Coleman. Capuozzo, avec une partie de dribbling, réussit à marquer. Chance ou réalisme, c'est à vous d'en juger. Mais ce qu'on peut noter aussi, c'est l'entrée du banc du Stade Toulousain qui a fait vraiment beaucoup de bien, avec notamment Baptiste Germain en tête de liste. C'est aussi pour moi un des joueurs de la journée. Et du côté de l'Union Bordeaux-Bègles, je pense qu'on peut se mordre les doigts, car pendant 60 minutes, il faisait le match parfait à l'extérieur. Et le problème avec cette équipe, c'est toujours les 20 dernières minutes. Paul Coste le dit très bien au micro de Canal+ après, les Toulousains le savaient que l'UBB encaissait la plupart de ses points dans les 20 dernières minutes, et ils avaient évidemment ciblé cette partie du match
Et c'est dommage parce que je pense qu'ils auraient mérité de prendre un point au vu du match. Mais bon, après, quand on est aussi peu précis dans les 20 dernières minutes, c'est pas possible. Et ils ont quand même montré de belles choses et je pense qu'avec le retour des internationaux et l'arrivée encore de Damien Penaud notamment, ils peuvent faire très très mal. Quittons maintenant la Garonne pour le Rhône avec le match Lyon-Clermont. Et la première chose que j'aimerais souligner, c'est l'irrégularité des Clermontois. En première mi-temps, ils faisaient un sacré match, franchement, avec un essai de Raka qui est pour moi l'essai de la journée, mais j'en reparlerai. Et ils étaient très solides, Lyon n'arrivait pas trop à passer, à part avec un coup de génie de Nignashvili. Franchement, c'est triste de voir Clermont comme ça se désolidariser en seconde période, alors qu'avant, ça cassait des gueules tout au long du match. Il y a vraiment beaucoup de travail parce que en 2 déplacements, ils ont pris 2 roustes, à Oyonnax et à Lyon, mais il y a quand même des promesses, donc j'espère qu'avec l'arrivée d'autres joueurs qui sont pas encore là, je pense notamment à Sowakula, peut-être que ça peut amener un petit peu plus de combat, un petit peu plus de leadership, et donc des victoires à l'extérieur. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Lyon, ils ont mis beaucoup trop de temps à se réveiller, clairement vraiment la main mise sur ce match, mais en seconde période, dès que ça joue, putain, ils sont costauds les types. Ils ont marqué vraiment de beaux essais, je pense au doublé de Nignashvili, et surtout à l'essai de Paddy Jackson, qui aurait pu être aussi l'essai de la journée, mais j'ai choisi celui de Raka. En tout cas, Lyon, c'est un peu paradoxal, parce que à domicile, ça fait 2 victoires avec bonus, et à l'extérieur, ils ont pris 2 danses. Au moins, ils sont solides sur leur terre, mais par contre, il va falloir se réveiller à l'extérieur pour essayer d'assurer cette place dans le top 6. Passons maintenant aux matchs qui m'ont un peu moins intéressé. Alors, le Bayern Stade français, c'était une purge. Vraiment, j'ai détesté ce match, parce que déjà, en premier lieu, j'aimerais envoyer une grosse pensée à Joris Second qui a eu un KO très impressionnant. Je vous mets pas les images parce que ça peut être choquant. En tout cas, moi je lui envoie ma force. Apparemment, ça irait bien, mais bon, qu'il se repose bien et qu'il revienne le plus fort possible sur les terrains. Mais bref, c'était vraiment une purge. Il y avait beaucoup de tension dans ce match, beaucoup de déchets. Lopez a été vraiment le seul joueur à un peu surnager. Il s'est vraiment régalé, notamment grâce à son jeu au pied, toute la partie. Maintenant, je parlerai du Toulon Oyonnax. Oyonnax, c'est un petit peu difficile d'encaisser une défaite comme ça, car ils avaient fait plutôt une bonne première partie de saison, malgré 2 défaites. Mais là, celle-là, elle fait très très mal. Là, ils ont eu beaucoup trop d'indiscipline et le manque de puissance, il se fait cruellement ressentir face à des Toulonnais qui retrouvaient, je crois, 8 joueurs de la Coupe du Monde. C'est pas la même équipe de Toulon qu'en début de saison. Et ces mêmes Toulonnais, ils ont réussi à se sortir du piège oyonnaxien avec une grosse prestation. J'ai trouvé un Enzo Hervé très intéressant. On sent qu'il prend véritablement ses marques sur la rade, et c'est bien, ça va lui redonner de confiance, car il en avait un petit peu perdu à Brive. J'espère qu'il va pouvoir enchaîner. Toulon, quand c'est au complet, ça reste quand même très solide. Là, ils ont marqué beaucoup d'essais, et des beaux essais, je pense à celui notamment de Le Corvec, ou encore celui de Villiers, où Enzo Hervé fait vraiment un bon travail au départ. Toulon, c'est prometteur. Maintenant, il va falloir enchaîner. Et enfin, le dernier match, c'est Montpellier-Racing. Alors pour moi, c'est 2 équipes aux dynamiques totalement opposées. Le Racing, à part cette défaite à Pau, c'est vraiment un sans faute depuis le départ. C'est une équipe qui est vraiment en confiance. On les sent vraiment confiants quand ils jouent. Ils sont même assez relâchés. Et là, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais été véritablement inquiétés par cette équipe de Montpellier. Le seul truc dommageable, c'est qu'ils ont perdu le bonus à la fin et que Montpellier, de facto, a pris le bonus défensif. Et en tout cas, pour Montpellier, comme je disais, c'est la dynamique inverse du Racing. C'est vraiment un doute constant, j'ai l'impression, de cette équipe depuis le titre de champion de France en 2022. Là, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Franchement, le vestiaire est pas très soudé, des échos qu'on peut entendre. Et sur le terrain, ça marche pas vraiment. Là, je vois qu'ils vont à Bordeaux la semaine prochaine, qui a montré plutôt de belles choses sur le terrain de Toulouse. Je me dis que ça peut faire potentiellement cher s'ils ne se réveillent pas. Surtout qu'ils avaient le retour de Paul Villemc et d'Arthur Vincent, 2 leaders du club. Enfin bref, les matchs, c'est fini. Maintenant, passons aux hommes de la journée. Je vais commencer par Joe Simons. J'ai vraiment aimé son match, mais comme j'en ai déjà un petit peu parlé, je vais continuer avec d'autres joueurs. Je parlerai maintenant de David Nignashvili, qui est pour moi véritablement l'homme de cette journée. C'est le meilleur franchisseur de la Coupe du Monde, et c'est pas pour rien. Là, dès qu'il avait le ballon, c'était danger. Il marque un doublé, court à 2000 à l'heure, c'est vraiment un joueur impressionnant qui peut véritablement devenir un des meilleurs 15 ailiers de la planète. Enfin, je parlerai de 2 joueurs que j'ai plutôt bien aimés lors du match Toulouse-Union Bordeaux-Bègles. Je parlerai d'abord de Baptiste Germain, qui a fait une entrée très convaincante. Il claque un drop donc à la fin du match pour enlever Union Bordeaux-Bègles du bonus.
mais il marque aussi l'essai qui permet aux Toulousains de repasser devant à 5 minutes de la fin, et juste avant ça, il avait marqué une pénalité. Et on l'a senti véritablement en confiance dans ce poste de 10, qui n'est pas son poste habituellement, et depuis son passage au BO, il joue de plus en plus en 10, et ça peut être une véritable alternative à Romain Ntamak. En face, j'ai beaucoup aimé le match de Tevita Tatafu pour sa première en top 14. Avant ça, j'étais un peu sur la réserve, car les Japonais, même s'il est d'origine tongienne, n'ont jamais véritablement été étincelants en top 14. Quand on voit Gorumaru, Matsushima ou Ino, ça a été, on va dire, plutôt des flops. Et là, Tatafu, s'il reste sur ce niveau, il peut faire très très mal. Il a été constamment dans l'avancée, il démolissait tout sur son passage. Je vous coupe pendant cette vidéo, je suis désolé, mais ma caméra a arrêté de filmer d'un coup parce que les piles n'avaient plus de batterie. Donc il va y avoir un faux raccord, un changement de plan et une qualité maintenant visuelle tout à fait dégueulasse. Je vous préviens, j'en suis désolé. Bon retour à la vidéo. Donc je disais, Tevita Tatafu, il a perdu ce ballon qui a permis donc à Baptiste Germain de claquer le drop à une minute de la fin, mais à part ça, il a été très impressionnant pour sa première. Au niveau des flops, maintenant, je parlerai donc des deux demi-mêlées de la rencontre Bayonne-Stade Français, à savoir Maxime Machenaud et Rory Cocotte. Les deux ont enchaîné erreur sur erreur. Maxime Machenaud, ça a commencé dès le premier coup de pied, qui a permis au Stade Français de marquer la première pénalité du match. Et Rory Cocotte, ça a été un spectacle, tout simplement, comme à son habitude. On connaît Rory Cocotte à chambrer tout le temps, mais là c'était trop. Et cette action où il ne sort pas assez vite le ballon d'un ruck est symptomatique et représentative du match de Rory Cocotte. Je parlerai aussi de Tommaso Alan à Perpignan pour son retour en Catalogne. Je l'ai trouvé vraiment pas inspiré dans ce poste d'arrière. Je pense qu'en 10, il sera meilleur. Même dans le jeu au pied, dans le jeu courant, je l'ai pas trouvé très bon. Après, il faut qu'il prenne ses marques, mais pour l'instant, je suis déçu de Tommaso Alan. Pour l'équipe de la journée, je vais mettre le Castres Olympique, parce qu'aller gagner chez le double champion d'Europe, c'est pas rien, même si ce dernier est amoindri. Je trouve que c'est vraiment mérité pour eux, et ils sont maintenant co-leaders du top 14. Et enfin, l'essai de la journée, c'est donc l'essai d'Ali Verratti Raka, comme je disais un petit peu plus tôt. Donc ça commence avec une percée de Bautista Delgui, qui trouve à son intérieur Benramin Urdabileta, qui navigue très bien, et qui donne à Baptiste Jeannot dans le meilleur tempo possible. Qui donne à Georges Moala, ce dernier met les cannes. Au passage, je fais un petit pas de loi. Je l'ai jamais vu faire ça, moi, là, mais bon, écoute, si ça le fait kiffer, pourquoi pas. Et donc fixe les derniers défenseurs pour donner à Raka lancé pleine balle, et Raka à 15 mètres de la ligne lancé, personne ne l'arrête. Il plante un essai en coin, c'est un essai magnifique, c'est pour moi l'essai de la journée. Et donc à l'issue de cette 4ème journée, je vous mets donc maintenant le classement du top 14. Voilà, cette vidéo analyse de la 4ème journée est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous voulez un petit peu vous rafraîchir la mémoire, sachez qu'il y a déjà l'analyse des 3 premières journées disponibles sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et un commentaire. Ça permettra à YouTube de mieux me référencer et donc de récompenser mon travail. Et en plus, ça permettra de gagner la bataille contre The Whistle Media. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. C'était Bourrichon. Ciao ciao.